Donc, ben, bon matin tout le monde. C'est un gros matin qui commence pour nous. Un beau projet qui démarre dans la Nodière, donc la concertation des aires protégées en territoire public continental. Je vous remercie. En fait, vous avez été très nombreux à montrer de l'intérêt. Donc, nous, ça nous conforte dans le rôle que le ministère de l'Environnement nous a donné. Ça montre en fait qu'il y a un réel intérêt en fait pour l'environnement. Fait que ça nous fait plaisir, même si on se lance quand même, on vous le cachera pas, dans un très gros processus qui va avoir besoin de votre collaboration et votre très grande participation. Donc, Cassandra Martel, je suis la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Nodière. Écoutez, c'est aussi un très gros automne qui commence, fait que je vais profiter avant que la présentation commence pour vous parler un peu de l'automne qui s'en vient. Donc, bien entendu, on a les concertations sur les aires protégées qu'on lance ce matin. Là, mon équipe va vous présenter tout le déroulement là, de ces prochaines étapes-là. La semaine prochaine, on a déjà notre assemblée générale annuelle. Donc, si jamais vous ne vous êtes pas inscrit, c'est possible de le faire directement sur notre site web. On va profiter de l'occasion pour justement faire visiter notre nouveau chez nous. On fait comme un peu une pendaison de crémaillère avec cette assemblée générale annuelle-là. Donc, on est maintenant rendu à la maison d'entrepreneurs à Saint-Jacques, vraiment très bien située, presque au centre de la Naudière, ou du moins milieu urbain. Là. C'est sûr que notre territoire est quand même très grand au nord, mais pour ce qui est habité, on est quand même bien situé. Par la suite, il va aussi y avoir les concertations pour les espèces exotiques envahissantes floristiques qui va débuter dans les prochaines semaines. Donc, le lancement aura lieu la semaine prochaine. C'est aussi disponible sur notre site web si jamais vous avez de l'intérêt à venir comprendre le processus et comment on va fonctionner. Vous savez, on n'a pas la science infuse pour la connaissance des gens. Donc, si jamais vous êtes interpellé, vous dites que vous pouvez peut-être apporter quelque chose au niveau des espèces envahissantes, ne vous gênez pas. L'invitation, elle est là justement pour qu'on puisse discuter avec vous. Donc, profiter du lancement là, virtuel pour venir jaser avec l'équipe puis voir justement comment vous pourriez vous impliquer. Donc, on se le cache pas, là, c'est une grande lutte qui va s'engager de manière plus officielle là, dans la Naudière, bien qu'on a nos collègues et compatriotes qui font déjà des gros efforts sur le terrain. Mais maintenant, on va aller leur porter main forte et s'assurer que tout le monde concerte les projets pour que ça puisse avancer. Le dernier point que je voulais vous parler, le 9 octobre prochain, notre deuxième édition du Forum pour une synergie climatique dans la Naudière, Forum Lanaudois de la synergie climatique. Donc, une deuxième édition qui se prépare, qui aura lieu à Terrebonne, comme je vous disais, le 9 octobre prochain. Un événement qui se veut axé sur la santé et le lien en fait entre la santé et l'environnement. Donc, comment l'environnement peut avoir un impact en fait sur notre santé humaine. On va bien entendu profiter là, pour parler transport actif, on va vous parler d'aménagement du territoire, on va parler d'espèces exotiques envahissantes. Bref, un paquet de bons sujets plaisants servis à la sauce Creuse-Lanaudière, donc avec des ateliers, des participations, des panels. Et la docteure Pétrin Desrosiers qui va venir clore l'événement avec une super présentation là, justement en lien avec la santé planétaire. Donc, pour revenir à nos moutons qui nous intéressent ce matin, là, comme vous avez vu, tu sais, j'étais un peu stratégique. Je fais mon intro pour laisser les dernières personnes arriver. Ça me prend 4 minutes, c'est parfait. On va pouvoir commencer. Ce matin, on lance officiellement, comme je vous disais, la concertation sur les aires protégées en territoire public continental. C'est un gros mandat qui nous a été donné au creux d'à travers le Québec par le ministère de l'Environnement. C'est un mandat qui se veut vraiment en concertation neutre. Donc, notre rôle, nous, va vraiment être d'animer les différentes séquences du projet pour s'assurer, en fait, de pouvoir donner le plus d'informations possible au ministère pour que lui, après, puisse enligner et prendre les bonnes décisions quant aux aires qui sont à protéger. Bien entendu, ce processus-là concerne les aires protégées, les aires publiques, pardon, donc les territoires publics. Et j'ai pas le choix de faire un rappel que non, la pression de conserver 30% du territoire ne doit pas reposer seulement sur nos municipalités qui ont des aires protégées, des aires publiques, pardon. On doit aussi se tourner vers d'autres secteurs. Donc, je suis contente que, tu sais, quand j'ai vu les listes d'inscriptions, je suis contente de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui n'ont pas nécessairement de terre publique, mais qui ont un intérêt pour la conservation, qui se sont inscrits au lancement. Donc, oui, il y aura ce processus-là, mais si vous avez des projets de conservation, que ce soit en terre privée ou que ce soit dans vos espaces municipaux pour les municipalités, si vous avez des questions à ce sujet-là, bien, contactez-nous. Et rappelez-vous aussi qu'il existe la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, la ficelle pour les nommer plus courtement.
Et on est là, en fait, pour poursuivre les efforts de conservation. C'est important, puis il faut vraiment que tout le monde mette la main à la roue. En fait, là, notre biodiversité est en péril. On a perdu depuis 98 l'équivalent de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois pour l'Anaudière. Donc, ça va vraiment être important là, de commencer à se pencher vraiment plus sérieusement là, sur la question. Et c'est ça, le projet actuel là, va nous permettre quand même d'aller voir comment on peut bien faire les choses au niveau du territoire public. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'équipe qui va être responsable du dossier pour les prochaines semaines. Donc, Gabriel Meunier est notre coordonnateur pour ce projet-là. Gabriel est notre spécialiste en aménagement du territoire et en résilience climatique. Plusieurs l'ont surtout vu travailler là, dans des politiques très étoffées là, pour l'environnement ou pour la résilience ou pour la protection de l'arbre, par exemple. Mais Gabriel a plus d'un tour dans son sac. Il va être capable de justement tout bien coordonner et s'assurer là, que les bons acteurs sont représentés au bon moment. Ensuite de ça, il sera accompagné par notre chargée de projet, Madame Camille Etier. Camille, de son expérience en coordination et en charge de projet, va vous piloter ça de main de maître. Là. Vous voyez, elle fait des miracles en peu de temps pour des projets. Camille sera votre porte d'entrée pour toute question. Donc, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous pouvez directement lui écrire. Son courriel est assez simple, camille.etier@commercial-creux-lanaudière.ca. Faites-vous-en pas, ces informations-là vont vous être partagées à la fin sans problème. Et Camille va vraiment être là pour répondre à vos questions, ou du moins pour aller chercher les informations. Ça, c'est pour l'équipe du Creux-Lanaudière, mais nous, on aime ça être bien entouré. Donc, on a une représentante du ministère, du ministère de l'Environnement. Puis désolé, je le dis très courtement, là, mais comme tu sais, vous le savez, c'est ministère Environnement, Lutte, Changement climatique, Faune et Parcs, mais MEL-CFP, ça fait vraiment pas un acronyme intéressant à dire. Fait que pour ce qui nous concerne en ce moment, ministère de l'Environnement fera le travail. Donc, c'est Madame Jessie Motard-Côté qui est notre chargée de région en matière d'air protégé. C'est vraiment elle qui fait le pivot en fait entre le mandat du ministère, nos questions, notre réalité sur le terrain. C'est vraiment elle qui nous guide. C'est vraiment un projet que le CRE doit mener de manière neutre, comme je vous le disais. Mais bien entendu, pour être sûr qu'on ait les bonnes informations, qu'on pose les bonnes questions, qu'on oriente aussi les discussions avec les informations que le ministère a besoin de savoir, ben c'est super intéressant pour nous d'avoir Jessie à nos côtés à toute étape. Fait que des fois, ça se peut que Camille reçoive la question et vous réfère à Jessie en disant, oh, je pense que ça va mériter une réponse plus officielle. Et encore, comme je vous disais, dans un esprit de neutralité, on a décidé en fait de ne pas animer. À part aujourd'hui, on n'animera pas les différentes concertations, les différents événements qu'on va avoir dans la prochaine année. On est allé chercher l'expertise de Gilles Fontaine, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent pour son rôle d'animateur en fait à l'émission Vue d'ici à TVRM. Pourquoi Gilles plus que n'importe qui d'autre? En fait, c'est Gilles a une passion et un intérêt pour l'environnement. Il est aussi à la tête de nos BNL, donc il comprend les réalités de nos organismes et de devoir justement travailler avec différents partenaires. Et en même temps, ben, une expertise d'animateur qui est capable de justement prendre les informations puis voir comment on peut poursuivre la discussion puis aller chercher la bonne information. Donc, je vais justement vous les montrer. Là, ils sont dans le haut de votre écran. Donc, Gilles, je ne sais pas si tu veux me dire un petit mot pour que les gens aient ta face en mémoire, parce que vous allez le voir souvent. En fait, tu as pas mal tout dit. Oui, Gilles Fontaine, je vous ai accompagné, j'ai accompagné le CREL à la Naudière lors d'une rencontre en 2023, je pense, à Saint-Roch de l'Echigan sur la biodiversité. Oui, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'environnement. J'ai même connu Gabriel pas mal à cause de l'environnement puis de certaines manifestations il y a une bonne douzaine d'années. Euh, évidemment, je suis, comme Cassandra vous le dit, j'anime une émission d'affaires publiques, disons-le, où j'essaie par toutes mes questions d'aller chercher un semblant de vérité. Mais j'ai aussi animé en culture, j'ai aussi animé auprès de mon OBNL et d'organismes communautaires en santé et services sociaux. Euh, mais en fait, j'ai aussi une formation en droit. J'ai été journaliste pendant 7-8 ans. J'ai enseigné aussi pendant la pandémie. J'ai des intérêts divers. Puis je vais essayer d'apporter le plus de neutralité et d'inciter une discussion respectueuse
franche, mais pour que tout sorte. Je vais essayer de faire tout ça pour vous et j'espère réussir. Merci Gilles. Donc, vous voyez l'importance d'aller chercher quelqu'un d'expérience, mais en même temps qui va nous permettre, nous, d'écouter les différentes discussions. Donc, ben, le CRE Lanaudière, c'est quoi cette bébête-là? C'est le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Puis là, ben, on s'est souvent fait appeler le CREL, mais là, au final, ça venait un peu mêlant parce qu'on est trois CREL au Québec, donc Laval, Laurentide, Lanaudière, on a la même acronyme. Donc, c'est pour ça que la tendance depuis 2023 est de ramener, en fait, l'idée de CRE Lanaudière. On se positionne vraiment comme un acteur essentiel au niveau de la concertation, puis concertation, consultation. Notre rôle est vraiment d'écouter, regarder, influencer, conseiller. Donc, on prend vraiment chaque projet où il est rendu, puis on essaie de voir comment en environnement on peut l'amener plus loin. On a une vision vraiment transversale, donc c'est pas vrai que l'environnement repose juste sur des environnementalistes. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Et il faut pas justement qu'on soit seul dans notre coin à avoir toute la pression qui dit, OK, je vais renouveler l'environnement. Non, on est là en fait pour partager ensemble cet enjeu. On se le cache pas et de justement avoir à susciter des actions, des petites actions. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de petits gestes en environnement. Imaginez, moi je composte, Gabriel composte, je suis pas mal sûre que Jessie composte aussi. Et là, si on commence à s'accumuler, ben en ce moment, on est 71 qui font du compost. Donc au niveau de la masse totale de matière organique qui n'y va pas aussi d'enfouissement technique, ça fait une énorme différence à la fin d'une année. Donc c'est pour vous montrer, c'est un exemple très simple, on aurait pu parler de n'importe quoi. Mais c'est vraiment pour vous montrer que dans le fond, il n'y a pas de petite action. Chaque petite action, quand on la prend à l'échelle justement globale des gens qui le font, ça devient une action importante. Bien entendu, on est là pour proposer des solutions, essayer d'amener des pistes de réflexion. Donc, si jamais vous vivez quelque chose dans votre territoire, ben, dites-vous que le CREL en Audière, c'est un peu comme le 1-800 environnement pour la région. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Gabriel qui va vous donner les vraies raisons pour lesquelles vous êtes ici ce matin. Il va pouvoir vous expliquer vraiment le déroulement de tout ce long procédé. Merci, Gabriel. Merci Cassandra. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, que vous soyez en aussi grand nombre là, pour ce lancement quand même assez attendu de plusieurs partenaires. Donc, euh, bon, peut-être juste rapidement, là, donc oui, il y a le CRE-Lanaudière qui pilote la concertation pour la région ici, mais sachez là, qu'on fait partie là, d'un regroupement, d'un réseau qui est national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Donc, la démarche qui se prépare dans la Nodière se fait en parallèle dans chacune des régions du Québec en même temps. Donc, on a des échanges réguliers avec les autres CRE, avec notre regroupement national pour, d'un, qu'il y ait une certaine uniformité dans la manière de mener les concertations, mais aussi qu'on puisse échanger sur les meilleures pratiques, puis s'inspirer les uns les autres. Euh, je vais commencer par, bon, peut-être les objectifs du webinaire aujourd'hui. Donc, on veut vraiment davantage vous présenter le contexte, le déroulement. Donc, quand s'est passé l'appel à projet sur les aires protégées là, qui a eu lieu l'année dernière, présenter en bref les différentes notions d'aires protégées, les cibles gouvernementales, pourquoi euh, s'est doté de ces cibles-là. On va faire un portrait des aires protégées en fait, des propositions d'aires protégées sur le territoire, puis plus spécifiquement là, dans notre région. Puis on va vous présenter le cadre de fonctionnement des concertations. Donc aujourd'hui, on ne plonge pas nécessairement dans le détail de chacune des aires protégées. Le but, c'est de vous donner un contexte plus général, euh, puis vous présenter un peu le fonctionnement, comment on a composé nos tables de concertation, etc. En bref, là, l'ordre du jour, là, dans une petite minute ou deux, je vais passer la parole à Jessie Motard, côté du ministère, donc qui va nous faire la mise en contexte un petit peu plus générale, puis qu'est-ce qui a mené en fait le gouvernement et le ministère disons, mandater les CRE pour mener cette concertation. Puis bon, dans la deuxième partie du webinaire, là, je vais reprendre la balle au bon pour vous parler un petit peu plus du processus régional. Quelques petits points sur le fonctionnement en fait du webinaire. Donc,
Il y a eu quelques questions là, d'entrée de jeu. On est en format webinaire aujourd'hui, donc il y a juste vos présentateurs qui apparaissent à l'écran puis qui peuvent intervenir directement à la caméra et au micro. Vous avez, là, dépendamment de votre configuration, dans le haut ou dans le bas de l'écran, bon, un paquet d'options. Il y a une des options, c'est Q et R, donc questions-réponses. Si elle n'apparaît pas directement, vous avez trois petits points. Puis en pesant sur les trois petits points, vous avez davantage d'options. Donc, si vous avez des questions de compréhension durant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire dans cette section-là, Q et R. Puis en fait, on va les prendre à la fin de chaque section. On va se limiter aux questions de compréhension pour aujourd'hui. Tu sais, si vous avez des questions sur bon, le découpage des aires protégées, le type de statut associé, bon, ça, on va rentrer dans le vif du sujet davantage là, lors de notre première ronde de concertation là, en octobre. Je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Mais sachez qu'on va quand même bon, faire un suivi post-lancement. Là. Donc, dans la prochaine semaine à 10 jours, là, vous allez avoir quand même un courriel avec un ensemble d'informations. Vous aurez l'occasion, là, via un questionnaire, de poser des questions un peu plus de fond dans ce questionnaire-là directement. Fait que nous, ça va nous inspirer et nous permettre là, de donner un cadre peut-être un peu plus précis quand on va lancer nos concertations là, en octobre. Euh, donc, on s'attend là, de mener ce webinaire-là jusqu'à environ 9h45, 10h. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Jessie pour la présentation du ministère de l'Environnement. Oui, merci Gabriel. Bonjour à tous. Alors, mon nom est Jessie Montard-Côté. Je suis, comme on l'a mentionné précédemment, chargée de projet. Ma direction, c'est la direction de la désignation des aires protégées qui fait partie de la Direction générale des territoires protégés. Donc, je vais commencer. Oui, on peut passer à l'autre diapo. Je vais commencer par une petite mise en contexte sur les aires protégées. On va vraiment repartir du début. Ensuite, on va voir là, le portrait actuel du réseau d'aires protégées. On va passer là, vraiment en détail à travers les différentes étapes du processus d'appel à projet. Je vais faire un portrait des propositions, puis ensuite, je vais passer la parole au CRE pour parler plus spécifiquement là, du processus de concertation dans la Naudière. Donc, pour commencer la mise en contexte, en décembre 2022, s'est tenue la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à Montréal. Et là, un nouveau cadre mondial de la biodiversité a été adopté. Et la cible 3 du cadre mondial touche spécifiquement aux aires protégées. Ça dit donc que l'objectif est de faire en sorte que d'ici à 2030, au moins 30 des zones terrestres et des eaux intérieures, ainsi que des zones marines et côtières, euh, d'une grande importance pour la biodiversité et les fonctions et services écosystémiques, soient dûment conservées et gérées grâce à la mise en place d'aires protégées qui sont écologiquement représentatives, bien reliées et équitablement gérées, et aussi grâce à d'autres mesures efficaces de conservation par zone. Donc, vous voyez, il y a déjà certains concepts qu'on a mis en lumière ici, puis c'est des critères qui font partie là, de la cible, puis que nous, plus tard, je vais vous présenter notre grille d'analyse pour évaluer là, la valeur écologique des propositions qu'on a reçues, puis on a vraiment repris ces critères-là pour bâtir nos axes là, dans la grille d'analyse. Donc, pour atteindre ces objectifs internationaux, le Québec s'est doté du Plan Nature 2030 pour conserver la biodiversité et favoriser l'accès à la nature. Donc, on a notre propre cible 3 qui reprend sensiblement les mêmes concepts clés pour le développement d'un réseau écologique, donc notamment la représentativité et la connectivité écologique. Il y a aussi la cible 13 qui est de soutenir le leadership et les initiatives autochtones en matière de conservation de la biodiversité. Pour y arriver, on a à notre disposition une mosaïque d'outils. Donc, les aires protégées en sont un type, puis il y a aussi différentes catégories d'aires protégées, comme on va voir dans un moment. Donc, il y a aussi, comme je mentionnais, les autres mesures de conservation efficace qui ne sont pas des aires protégées, mais qui sont
des mesures de conservation qu'on peut utiliser là, tout ensemble pour bâtir vraiment, consolider le réseau écologique. Par contre, les aires protégées, leur raison d'être est vraiment le maintien là, de la diversité biologique. Donc, on les considère comme la pierre angulaire là, de l'atteinte des objectifs en matière de maintien de la biodiversité. Et c'est pourquoi, à l'été 2024, on a lancé l'appel à projet d'aires protégées pour obtenir, là, dans le fond, savoir vos propositions de territoires à protéger pour se diriger vers la cible de 30 Euh, Là, je me rends compte que j'avais accidentellement effacé une diapo qui disait, mais qu'est-ce qu'une aire protégée? Donc, je vais quand même vous dire la définition verbalement avant de passer là, aux catégories de gestion. Donc, nous, on utilise les définitions de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui dit qu'une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. L'UICN distingue 6 catégories d'aires protégées qui s'inscrivent là, dans un gradient de naturalité et de degré d'intervention sur le territoire. Donc, la plus forte naturalité correspond évidemment à la catégorie la plus stricte, là, la numéro 1. Donc, c'est ce qui correspond aux réserves écologiques. Régime d'activité très, très restreint. En général, on ne peut même pas accéder aux réserves écologiques. Et puis, tranquillement, ça se déplace de catégorie 2, 3, 4 pour finalement arriver à la fin avec des stratégies de gestion durable de la biodiversité. Donc, il y a vraiment un éventail là, de possibilités quand on parle d'air protégé. Puis, traditionnellement, on pense toujours, tu sais, on a tendance à voir les aires protégées comme une cloche de verre où on peut plus rien faire, il y a plus d'activités qui sont possibles sur ce territoire-là, puis c'est de moins en moins vrai. Donc ici à droite, là, le graphique, vous voyez que ça représente notre réseau d'aires protégées, mais par type, par catégorie. Puis, on voit que la catégorie la plus stricte, là, la catégorie 1, ne représente que vraiment une faible proportion de notre réseau, alors que la majorité du réseau est constituée d'aires protégées de catégorie 2, qui offrent quand même une très bonne protection, mais qui permettent là, une multitude d'activités, notamment les activités récréo-touristiques. Donc, pour revenir, qu'est-ce qu'une aire protégée? Quels sont les critères applicables aux aires protégées? Ben, il faut que ce soit un espace qui est géographique clairement défini. Faut que le territoire soit protégé à long terme. Il faut que les objectifs de conservation soient la conservation de la nature et qu'ils aient préséance sur les autres objectifs. Il faut que le régime d'activité permette l'atteinte des objectifs de conservation et que des mesures soient prises pour assurer que ce régime d'activité-là est respecté. Donc, si un de ces critères-là n'est pas respecté, on ne peut pas considérer le territoire comme une aire protégée. On a plus d'une trentaine de différentes désignations, de différents statuts d'aires protégées au Québec. Certains sont gérés par différentes directions du ministère de l'Environnement, certains sont gérés se relèvent de différents ministères et de différentes lois également. Donc, on a beaucoup de différents outils à notre disposition. Ici, je vais juste vous montrer là, on n'est pas obligé de passer ça au complet, mais c'était juste pour vous montrer certains exemples, certains types de statuts qui relèvent de différents ministères, donc, et de différents paliers gouvernementaux même. Donc, on a ceux qui relèvent de notre direction générale des territoires protégés. Il y en a qui relèvent d'autres directions du ministère de l'Environnement, comme les habitats fauniques ou les refuges fauniques. Certains relèvent du ministère des Ressources naturelles et des forêts, donc les écosystèmes forestiers exceptionnels, les refuges biologiques, et certains sont des statuts fédéraux, par exemple les refuges d'oiseaux migrateurs. Donc, si vous regardez, on revient dans la colonne de droite, là, le carré orange, ça délimite les statuts qui, dans le fond, relèvent de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, qui sont vraiment les statuts visés, là, principalement visés par le présent appel à projet.
Donc, je vais continuer. Je vais continuer avec le portrait actuel du réseau des aires protégées. Donc, où en sommes-nous? Alors, pour l'instant, donc la carte ici, les petites zones en vert pâle, c'est les aires protégées qui sont inscrites au registre des aires protégées. Et puis, en rouge, c'est les territoires qui ont fait l'objet d'une annonce d'intention de mise en réserve, donc qui sont rendus là, à la fin du processus de désignation. Il y a déjà une protection qui est appliquée sur ces territoires-là, mais seront officiellement désignés sous peu. Donc, en milieu continental, c'est près de 256 000 km² qui sont en aire protégée. Donc, ça correspond à 16,93%. Puis, si on inclut les territoires en rouge, on arrive à 17, à presque 18%. En milieu marin, c'est 19 000 km² pour 12,33% et 20,81% avec les annonces d'intention. Et là, si on regarde spécifiquement pour la Naudière, il y a là, c'est les zones en verte qui sont les aires protégées. Donc, il y a 11,35% du territoire de la Naudière qui est en aire protégée. Puis, il y a un tout petit 0,07% qu'on peut comptabiliser également là, parce qu'il y a eu des annonces d'intention sur une petite portion de territoire. Maintenant, je vais passer au processus d'appel à projet. Donc, où ça s'applique, à quel territoire s'applique l'appel à projet? Donc, c'est en territoire public. Donc, on s'intéresse pour l'instant, là, on visait uniquement le territoire public. Donc, si vous regardez la petite carte en haut à droite, ce qui est en jaune, les zones en mauve, c'est les terres privées. Et à l'ensemble des régions administratives du Québec, sauf le nord du Québec, qui est déjà là, il y a déjà certains travaux en cours au niveau des aires protégées il y avait beaucoup d'aires protégées qui avaient un statut provisoire, puis les travaux sont en cours pour l'attribution d'un statut permanent. Donc, on a évité de rajouter là, une couche pour le nord du Québec. Si on regarde maintenant l'échéancier du processus, là, on va regarder rapidement, là, avoir un aperçu de l'échéancier, puis je vais revenir ensuite plus en détail sur différentes étapes. Donc, ça s'étend, comme je disais, on a lancé l'appel à projet à l'été 2024. Puis, on prévoit que le processus, là, l'objectif, c'est d'avoir les recommandations finales, puis de commencer les mises en réserve, puis de mettre en place la protection en 2027. Donc, 2024, on a commencé l'organisation de l'appel à projet, puis la réception des projets et des résolutions s'est fait, dans le fond, on a arrêté de recevoir les projets vers la mi-octobre 2024, puis on a laissé jusqu'à janvier 2025 pour recevoir les résolutions d'MRC pour l'appui à l'analyse de projet. Ensuite, première moitié 2025, ça a été l'analyse interministérielle préliminaire. Donc, on a fait un premier ménage dans nos propositions, puis on a envoyé ça aux différents ministères concernés pour vraiment obtenir leur premier commentaire pour pouvoir avoir cette information-là en concertation, puis qu'on puisse être prise en compte durant les discussions en concertation. Et puis maintenant, on est rendu, on va commencer la phase de concertation, l'étape de concertation. Puis ça va durer là, jusqu'à la fin 2026. Puis l'objectif, c'est d'obtenir, dans le fond, des recommandations régionales pour ensuite envoyer ces recommandations-là en analyse interministérielle finale, de faire les consultations autochtones pour pouvoir prendre une décision gouvernementale sur les territoires à protéger. Après que cette décision-là soit faite, il va y avoir des annonces d'intention de mise en réserve.
qui est la mise en réserve, c'est un statut de protection provisoire pour pouvoir protéger rapidement le territoire. Puis ensuite, il y a l'attribution, tout qui est un chantier en soi, là, l'attribution d'un statut permanent pour les territoires. Donc, une mention il y a une collaboration là, avec la SNAP Québec et l'IDDPNQL, qui est l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, lors de la phase de réception des projets pour accompagner là, les proposeurs et dans la soumission de leurs projets. Et ben, également, il y a un mandat qui a été donné au RNCREC pour mener les concertations. Donc là, je reprends le même échéancier, mais en spécifiant, dans le fond, le rôle de différents euh, participants. Donc, le rôle des MRC, ici, j'ai mentionné qu'on avait eu une étape où les MRC on demandait aux MRC d'appuyer l'analyse des différents projets reçus, de nous envoyer une résolution. Ça, c'était nécessaire pour que les projets puissent être considérés comme complets. Donc, c'est la résolution numéro 1. Donc, les MRC vont également être là, des acteurs importants lors des tables de concertation. Et puis, on dit résolution numéro 2 facultative au besoin, là. Donc, il y aura toujours la possibilité, après que les recommandations régionales aient été envoyées, qu'une MRC réitère son positionnement par rapport aux recommandations en nous envoyant une deuxième résolution au besoin. Donc, maintenant, si on regarde du côté des Premières Nations, ben, aussi, il y a eu le dépôt des projets, dont supportés par les proposeurs autochtones, qui, elles, devaient obtenir une résolution du conseil de bande ou du conseil administratif de l'organisation autochtone. Ensuite, il y a eu une première rétroaction qu'on a faite à la fin de l'analyse, de la pré-analyse. Ensuite, ben, évidemment, les Premières Nations sont invitées là, à participer aux tables. Ils vont pouvoir se prononcer comme les autres participants sur l'ensemble des projets. Et puis, finalement, à la fin, il pourra y avoir, au besoin, une communication des chefs au ministère pour se positionner sur l'ensemble des projets. Puis, de toute façon, lors de l'analyse interministérielle finale, il y a une phase officielle de consultation autochtone avant que la décision gouvernementale soit prise. Puis le rôle des différents ministères. Donc, les ministères ont été concernés, là, ont été impliqués déjà pendant la phase d'analyse préliminaire. Donc, tous les projets qui étaient jugés complets, qui avaient été appuyés par les MRC ou les conseils de bande, ont été envoyés en analyse. Ensuite, les ministères ont la possibilité de participer aux rencontres ou de répondre à des questions par écrit selon les enjeux soulevés pendant les discussions à la table de concertation. Et puis finalement, ces ministères-là feront l'analyse finale des projets qui auront été recommandés. Et maintenant, le rôle des proposeurs. Donc, évidemment, les proposeurs ont déposé des projets. On a fait une première rétroaction pour un accusé de réception, une analyse de recevabilité des projets. Ensuite, les proposeurs seront invités à venir présenter leurs projets là, lors de première rencontre de la table de concertation. Et vont pouvoir aussi à ce moment-là avoir une rétroaction quant à la pré-analyse qui a été faite de leur projet. Et puis, seront également tenus au courant du résultat des discussions de la concertation, puis des décisions qui auront été prises en termes de projets à recommander au gouvernement à la fin de la concertation. Puis également, après la décision gouvernementale finale, ben, il y aura une rétroaction qui sera faite aux proposeurs pour les informer là, de la décision qui aura été prise. Je prends une minute pour parler des options offertes aux Premières Nations. Donc, évidemment, les proposeurs autochtones pouvaient, s'ils le voulaient, là, s'inscrire, envoyer leur projet dans le canal dont on vient de parler.
pour pouvoir finalement que leur projet soit concerté, profiter de la concertation qui s'organisait, puis que leur projet se fasse concerter en même temps. Ou pouvait également utiliser une autre voie qui existe là, en vertu de l'article 4.3 de la loi de la LCPN, la loi sur la conservation du patrimoine naturel, qui leur permet en tout temps de déposer un projet au ministère. S'ils choisissaient cette voie-là, par contre, avaient la responsabilité de concerter, de réaliser eux-mêmes la concertation de leur projet. Puis une ou deux des voies arrivent au même endroit finalement au même moment, donc sera considéré en même temps lors de l'analyse interministérielle finale en 2027. Les projets, si en cours de route, il y a des projets dans la Naudière qui sont déposés en vertu du canal 4.3, on va les présenter au terme de concertation régionale pour information, mais ces projets-là ne seront pas traités là, durant la concertation. Et tous les projets portés par les Autochtones feront l'objet de l'analyse finale dans le but de respecter l'esprit de nation à nation mis de l'avant dans l'article 4.3 de la LCPN. Donc, je vais commencer par donner un petit peu plus de détails sur l'analyse préliminaire qui a été faite et qui s'est terminée à la fin juillet. Donc, les différents ministères consultés, bon, ben, il y a eu différentes directions là, du ministère de l'Environnement, il y a eu Ressources naturelles et forêts, Économie, innovation et énergie et Hydro-Québec, le MAPAC, Transport, Culture et communication, Société Plan Nord et le secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Donc, je vous disais tantôt, je parlais de la cible, puis qu'il y avait déjà la cible dans son libellé, mentionnait déjà certains critères à prendre en compte. Donc, c'est ces critères-là qu'on a repris ici pour élaborer nos différents axes là, pour les aspects écologiques de notre analyse. Donc, il y a les aspects écologiques, il y a les aspects sociaux et culturels et les aspects économiques qui ont été pris en compte. Je vais y arriver après. Je commence par l'écologique. Donc, la représentativité. Euh, un réseau représentatif, dans le fond, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'ajouter les kilomètres carrés pour atteindre le 30 %. Il faut que le réseau soit un échantillon qui, qui comprend tous les différents types d'écosystèmes euh, en quantité proportionnelle à leur présence sur le territoire. Donc, il faut que ça soit représentatif. La connectivité, donc il faut essayer de faire en sorte de réduire la distance entre les différentes aires protégées pour que les écosystèmes soient mieux reliés entre eux. L'intégrité, là, ici, on parle plus d'un point de vue de la naturalité. Donc, des indicateurs de ça, c'est le pourcentage de vieilles forêts, le niveau de fractionnement, donc la densité de routes, la densité de baux sur le territoire. Puis, les habitats d'importance. Donc, finalement, les habitats pour les espèces là, en situation précaire, les habitats d'oiseaux, les habitats aquatiques, les zones de migration. Maintenant, les critères sociaux et culturels qui ont été pris en compte. Donc, on a regardé les vestiges de présence historique, les sites archéologiques, les bâtiments patrimoniaux. L'importance, on a évalué les éléments d'importance culturelle autochtone et ou allochtone. Donc, par exemple, la pratique d'activités traditionnelles, les lieux ou les éléments naturels d'importance culturelle, les espèces d'importance culturelle. Puis, les éléments importants pour le récréotourisme et la mise en valeur également. Donc, la présence d'infrastructures, d'une organisation qui fait de la gestion sur le territoire, la présence de territoires phoniques structurés, des choses comme ça. Puis pour ce qui est des aspects économiques, ben, il y a eu une analyse qui a été faite sur les aspects forestiers, les impacts forestiers, donc la possibilité forestière, les planifications, les investissements qui ont été faits, sur les aspects reliés au territoire, donc plus les questions d'accès, d'affectation du territoire. Il y a également une analyse côté minier, donc les titres présents, les titres miniers présents et potentiels. Du côté de l'énergie également, donc avec Hydro-Québec, donc les usages actuels puis les développements potentiels. Du côté de l'agriculture, ben, l'intégrité du territoire agricole, l'acériculture et les potentiels acéricoles, les bleuetières,
puis transport, donc les grandes infrastructures en place et les développements potentiels. Donc, maintenant qu'on a cette information-là, on est prêt à commencer les tables de concertation. Ben, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Et donc, je vais parler très, très brièvement là, du processus de concertation, plus à l'échelle provinciale. Donc, la concertation est une approche qui implique le dialogue, les échanges d'idées et la recherche de consensus dans le but de développer un projet commun. Puis, il est à noter qu'en aucun cas, la participation d'une Première Nation au processus de concertation ne pourra se substituer à la consultation autochtone prévue là, à la fin du processus, avant l'annonce d'intention de mise en réserve. Donc, comme on discutait tantôt, il y a un mandat qui a été donné au RNCREC, qui est de mener les concertations régionales portant sur les aires protégées afin de faire émerger un consensus régional autour des territoires à recommander. Vraiment, l'objectif de cette phase-là, c'est d'obtenir une recommandation officielle qui reflète une vision régionale consensuelle. Donc, grosso modo, les différentes étapes là, qui étaient prévues justement pour cette phase-là à l'échelle du Québec, ben, il y a l'étape de préparation, donc la rencontre de lancement, ce qu'on fait aujourd'hui. Après ça, la deuxième étape, plus d'information. Donc, il y a un webinaire, il y a un webinaire pour informer sur les différents statuts qui existent, là, qui va être fait très bientôt. Puis, il va y avoir la rencontre 2 qu'on appelle pour la présentation des propositions reçues dans chaque région. Puis ensuite, il va y avoir une phase de classification des propositions par chaque membre pour donner l'opportunité là, de faire part de leurs commentaires. Ensuite, c'est vraiment l'étape de concertation qui va commencer pour de vrai, puis les discussions, puis le travail là, sur les propositions en table locale et régionale. Et puis finalement, pour nous amener à la dernière étape, les recommandations. Donc, la rédaction, validation, dépôt au gouvernement d'une recommandation régionale. Alors là, rapidement, je vais parler. Il y a différentes parties là, qui sont impliquées dans l'organisation et pour mener ce processus-là. Donc, je vais juste distinguer les rôles de chacun rapidement. Donc, le RNCREC a le rôle d'élaborer les stratégies provinciales de concertation et de communication et de coordonner et de soutenir les CRE tout au long du processus. L'IDD-PNQL est là pour informer et accompagner à la demande les Premières Nations durant le processus de concertation et de conseiller le RNCREC et le MELCCFP pour la prise en compte des préoccupations et des aspirations des Premières Nations. Et les CRE, donc, ont le mandat d'organiser et d'animer les ateliers de concertation, de rédiger les documents favorisant la compréhension des projets et les échanges, et de mobiliser les membres et de travailler à faire émerger un consensus. Le MLCCFP, donc les chargés de région, donc c'est moi, on va aussi avoir le mandat de collaborer à l'animation des tables, de coordonner les travaux avec les autres ministères et organismes, de partager, de faire valoir les connaissances de nature écologique et de collaborer à la rédaction de documents favorisant la compréhension des projets et de collaborer avec les CRE afin de faire émerger un consensus. Du côté du MLCCFP, il y aura également les conseillers en environnement qui sont rattachés aux directions régionales et donc ils seront là pour fournir aux besoins des informations complémentaires et conseiller et nous conseiller et conseiller les CRE sur les enjeux régionaux spécifiques et les solutions à mettre de l'avant. Puis finalement, ben, il y a les autres ministères qui seront là pour répondre aux questions relatives aux analyses préliminaires qui auront été effectuées sur les territoires ciblés en lien avec leur champ d'expertise. Donc maintenant, on va passer au portrait des propositions qu'on a reçues. Donc, à l'échelle du Québec, on a reçu 555 propositions. Il y en a 411 qui ont été jugées complètes puis qui ont été envoyées en analyse. Donc, les zones vertes, c'est les aires protégées existantes, puis en bleu, c'est les propositions reçues. Donc, il y a 35 propositions autochtones. Puis,
Oui, c'est ça. Si on regarde plus spécifiquement pour l'anodière, on a quand même reçu 43 propositions, donc c'est beaucoup. On était heureux de la réponse. Il y a eu, donc en vert, c'est les aires protégées existantes. En jaune, c'est les annonces d'intention. En orange, c'est les nouvelles propositions. Puis en hachuré rouge, là, c'est les propositions autochtones. Donc, juste avant là, de passer la parole au creux pour parler plus en détail de ce qui se passe dans l'anodière, j'avais une dernière diapo, plus pour information là, sur les projets en milieu marin. Donc, il y a 10 propositions en milieu marin qui ont été proposées et le ministère de l'Environnement en a fait 4 nouvelles, donc pour un total de 14. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessie, pour ta présentation. Est-ce que j'ai pas vu de questions? Est-ce que Camille avait des questions dans l'onglet Donc, questions-réponses? j'ai répondu au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, ça va. Là, je viens d'en voir une, mais je vais répondre à François Robitaille. Puis, tu peux continuer, Gabriel. Parfait, un gros merci. Donc, poursuivons un petit peu plus avec bon, le processus régional ici dans la Nodière. Je vais y aller avec le portrait des propositions. Je vais aller un petit peu plus en détail que ce que Jessie vient de faire, mais bon, ça reste quand même un bref aperçu. On aura l'occasion, là, lors de la première table de concertation en octobre, là, d'aller vraiment en détail là, sur chacun de ces projets. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, on a un projet là, à protéger d'initiatives autochtones qui a été déposé. C'est de loin là, la plus grosse proposition à protéger en termes de superficie, là, plus de 3000 km². Ça chevauche là, notre région, mais aussi il y a des sections dans les Laurentides et en Mauricie. Ça inclut un corridor de connectivité nord-sud aussi pour aller rejoindre entre autres des aires protégées déjà existantes. Euh, donc, c'est un des projets sur le territoire. Euh, la très, très vaste majorité de nos projets ont été déposés dans la MRC de Matawini. Ça va. En fait, le gros de nos efforts, puis une de nos tables locales là, va vraiment être spécifique à ces projets-là. Donc, 39 projets là, sur les 43 au total. On a 26 proposeurs différents du monde municipal, des citoyens, organisations, organismes, les pourvoiries et les EC aussi là, qui ont beaucoup contribué à notre appel là, dans la région. Euh, Ça donne une couverture totale là, de plus de 6000 km². Puis, il y a vraiment une diversité de statuts proposés. Là, on va de la réserve écologique aux APUD, les paysages humanisés. Ceux qui participeront au webinaire là, plus tard cette semaine auront l'occasion peut-être de se familiariser avec chacun de ces termes-là. On aura l'occasion d'y revenir aussi là, dans les prochaines semaines là, pour être certain que tout le monde parte des mêmes bases. On a 5 projets qui touchent les MRC de Dautré et de Joliette. Dans certains cas, là, bon, si on additionne l'ensemble des projets là, des 3 dernières diapos, ça fait un peu plus que 43, mais il y a certains projets des fois qui touchent plus d'une MRC. Là, c'est pour ça qu'ils peuvent s'y retrouver peut-être à plus d'une fois. Donc, on a 5 projets qui touchent ces deux MRC. On a une réserve écologique là, dans le but d'agrandissement des tourbières de la Noret. On a toute une section là, dans la réserve mondiale de la biosphère euh, autour des îles de Berthier, entre autres. Puis une ceinture, la ceinture de Mandeville. Donc plusieurs projets, puis bon, des projets qui touchent la Matawini aussi. Euh, Encore une fois, là, une diversité de proposeurs puis de statuts là, qui ont été proposés. Puis ça va former une deuxième table locale. Passons maintenant au processus régional de concertation là, dans la Nodière. Alors, bon, pour revenir sur notre rôle, là, j'essaie de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit. Euh, mais bon, le CRE, vraiment, là, je pense ça vaut la peine qu'on le répète, ce volet-là. On a vraiment un rôle de neutralité dans l'ensemble du processus. Tu sais, le but, c'est qu'on soit là comme catalyseur, puis qu'on serve les discussions, puis qu'on puisse servir
de courroie de transmission là, entre les différents acteurs. Euh, il y a tout un volet, en fait, là, de rédaction, de mise à disposition de documents qui vont vous être partagés là, durant l'ensemble du projet. Tout le travail de mobilisation là, qui est en cours et qui a été fait ces derniers mois aussi. Euh, Puis bon, la rédaction du rapport final. Donc, je vais passer vite là-dessus, comme ça a déjà été nommé jusqu'à un certain point. Euh, Peut-être deux petites définitions là, mais qui vont être quand même importantes. Donc, on est vraiment dans une concertation, on n'est pas dans une consultation publique. Dans le fond, on a des membres de table de concertation qui ont été sélectionnés. Je vous expliquerai le processus dans les prochaines minutes. Mais le but, c'est de mettre en place une approche qui implique le dialogue, les échanges d'idées, la recherche de consensus. Puis nous, ben, le but, ça a été de mobiliser une diversité d'acteurs qui représentent l'ensemble de la région et de ses secteurs d'activité, entre autres. Puis le fameux consensus, bon, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la définition qu'on s'est donnée euh, avec les travaux qu'on a fait avec le ARN CREQ. Donc, le but, c'est d'arriver à un accord informel exprimé par une forte majorité des participants sans opposition ferme. Fait que ça, je pense que c'est quand même un volet important à souligner. Puis on n'a pas nécessairement on n'a pas besoin d'avoir recours à un vote formel. Donc, c'est vraiment à l'issue des discussions, le but, c'est de trouver les meilleures propositions possibles puis faire émerger ce consensus-là sans qu'il y ait de forte opposition. Puis de trouver les voies de passage là, à travers l'ensemble des travaux qu'on va mener. Je vais revenir brièvement sur les structures de nos tables de concertation. Donc, on va avoir deux tables locales, la table locale Matawini et la table locale d'Autré-Joliette. Donc, les premières rencontres de concertation vont vraiment se faire autour de ces tables-là. Euh, Au besoin, on va avoir des membres puis des comités ad hoc qui pourront être sollicités si on a besoin d'informations complémentaires ou d'expertise X ou Y qui ne sont pas nécessairement représentées sur les membres de nos tables. Donc, on se donne quand même cette chance-là au besoin. On a quelques rencontres de concertation qui sont prévues au calendrier. Ensuite de ça, ben, on passe. En fait, les tables locales vont émettre leurs recommandations. Et là, il y a la table régionale qui va être formée. Ça ne sera pas nécessairement exactement les mêmes joueurs. On cherche vraiment d'avoir des joueurs qui ont une vision du développement du territoire à l'échelle régionale sur cette table-là. Puis le but, ben, c'est de reprendre les recommandations locales puis de faire émerger un consensus là, pour l'ensemble de la région et de déposer ces recommandations-là au gouvernement. Donc ça nous amène fin 2026. Les rôles de chacune des tables, maintenant un peu plus en détail. Donc les tables locales vont travailler, vont bonifier la délimitation des propositions, émettre des recommandations sur le statut, le régime d'activité proposé, par exemple. Identifier les propositions faisant consensus. C'est ça je pense que le but, ça va être de les identifier le plus tôt possible, disons celles qui feront un consensus clair, puis mettre nos énergies ensuite de ça à trouver des voies de passage peut-être sur les autres propositions qui sont un peu plus ardues ou qui nécessitent plus de travail. Donc, on a, bon, comme je le disais plus tôt, l'émission des recommandations à la table régionale. Euh, les tables locales n'ont pas de pouvoir décisionnel quant aux recommandations finales, donc on transmet les recommandations à la table régionale, puis c'est elle ensuite de ça, par un processus de concertation, encore une fois, qui va pouvoir transmettre les recommandations finales au gouvernement. Alors, bon, rapidement, la table régionale va valider les recommandations émises par les tables locales, bon, émettre les recommandations à l'intention du gouvernement. Et le but de tout ça, c'est éclairer les décisions du gouvernement quant au territoire à protéger. Bon, le calendrier, je vais y repasser assez rapidement. Il y a quand même certains détails, certaines dates, là, peut-être là, que je vais faire ressortir un petit peu plus que la présentation la précédente. Euh, donc, ces dernières semaines, certains derniers mois, il y a quand même eu certaines rencontres préliminaires avec différents acteurs de la région. Donc, toujours dans la phase de préparation. On a Jessie te parlait tout à l'heure d'une stratégie régionale, nationale de concertation. Nous, à l'échelle de la Nodière,
On a travaillé sur une stratégie régionale de concertation aussi, puis on a dressé bon, une liste d'invités là, pour nos tables de concertation. J'y reviendrai dans quelques instants. Qui sont les invités, comment ils ont été choisis et tout, et leur rôle. Euh, la phase d'information là, qui débutait, disons, ce matin, va se poursuivre un peu plus tard cette semaine avec un webinaire sur les statuts et types d'aires protégées. Il y a déjà des liens qui ont été envoyés là, aux membres des tables de concertation bon, avec l'invitation à ce webinaire du ministère. Si je ne me trompe pas, qui va être enregistré aussi, donc on aura peut-être différents moyens là, de vous proposer ce contenu-là dans les prochaines semaines. Et la phase de présentation de projet, là, notre première rencontre en personne là, pour travailler cette concertation, ça va se faire du 21 au 23 octobre prochain. Donc, le 21 octobre, ça va être notre table locale d'Autrey-Joliette et les 22-23 octobre, ça va être notre table locale Matawini. Comme on a beaucoup de projets en Matawini, on va faire ça sur 2 jours parce que si on veut que tout le monde ressorte de là avec l'ensemble des informations pour qu'on puisse être clair, là, ça va prendre quand même un certain temps, passer une quarantaine de propositions. Bon, ensuite, à partir de l'automne, de l'hiver, donc début 2026 jusqu'à l'automne, on rencontre nos tables locales, on forme nos comités de travail aux besoins, nos comités ad hoc. Puis tout ça, ben, ça va être envoyé à la table régionale pour la validation et les recommandations finales. La composition des tables maintenant, donc sur les tables locales, qui est-ce qu'on voulait avoir sur ces tables-là? C'est des acteurs ayant une vision locale sur les propositions, mais aussi pouvant avoir une vision régionale. Ce sont des usagers des groupes d'intérêt directement en lien avec les territoires visés. Euh, les proposeurs ont aussi bon, un rôle à jouer sur nos tables locales lorsque les discussions touchent directement leurs propositions, puis les communautés autochtones concernées, entre autres. Sur les tables régionales, on a des acteurs qui ont une vision un petit peu plus régionale là, du développement de notre territoire, les communautés autochtones concernées encore une fois. Euh, une personne pour représenter chacune des MRC là, qui sont touchées par les propositions. Euh, des représentants des différents secteurs d'activité concernés. Euh, ouais, certains membres des tables locales ou des experts qui ont des fois où le rôle peut peut-être être dédoublé dépendamment justement de leur statut. Le but, c'était vraiment de trouver une représentativité, comme je disais plutôt, régionale des différents secteurs d'activité, assurer une équité entre les différentes catégories d'acteurs. Donc, on voulait pas juste se retrouver avec que les municipalités ou que l'industrie, mais vraiment avoir là, c'est un peu une courte pointe là, de l'ensemble des acteurs de la région. Euh, donc voilà. Comment s'est effectué le processus de nomination des membres? Donc, euh, le RN CREC et le ministère de l'Environnement là, ont d'abord euh, nous ont fourni une liste des parties prenantes potentielles, donc des grandes catégories là, d'invitations. Je dirais que cette liste-là nous a servi vraiment de colonne vertébrale pour baser là, notre liste d'invitations à la table. Ça a été bonifié, on l'a adapté à notre réalité régionale, bien sûr. Puis cette liste devait être entérinée par le ministère. Donc, il y a quand même eu quelques allers-retours et bonifications tout au long du processus pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas des intervenants qui soient représentés, disons, en doublon, qu'on assure une belle représentativité de l'ensemble des joueurs. Tout ça, ça a été entériné par le ministère là, en fin de processus. On a 3 types de membres. Euh, autour de notre table de 3 catégories principales. Donc, on a les membres réguliers qui, eux, sont vraiment invités à participer activement aux rencontres de concertation, doivent s'assurer de représenter les préoccupations et les positions des membres de leur organisation. Au besoin, ils peuvent avoir besoin, en fait, ils peuvent retourner vers les personnes qui les représentent pour valider certaines informations au positionnement. Donc, certains qui, entre les rencontres, de la table. Bon, il y a des périodes de temps allouées pour ce type de processus-là. On souhaite que ces membres-là nous partagent des connaissances en lien avec leur expertise, leur connaissance du territoire, puis vont aider à nous faire émerger un consensus d'abord local, puis ensuite régional.
Des membres ad hoc, je l'ai esquissé un peu tout à l'heure. Donc, euh, ils vont être invités à participer activement aux rencontres de concertation pour lesquelles ils ont été ciblés. Donc, ça va souvent être associé peut-être à des projets plus spécifiques ou une expertise spécifique qu'on va avoir besoin. S'assurer de représenter les préoccupations des membres de leur organisation. Encore une fois, retourner vers les personnes qui représentent aux besoins et partager leurs connaissances et expertise. Euh, les membres proposeurs, donc on peut être, bon, il y a certaines organisations qui sont proposeurs de projets, euh, mais à qui on a attribué le rôle de membre régulier. Donc, un n'exclut pas l'autre nécessairement. Par contre, un membre proposeur, bon, va pouvoir, s'il le souhaite, venir présenter son projet là, à notre table d'octobre, entre autres, en nous exposant ses motivations, les objectifs poursuivis là, par la proposition de projet d'air protégé. Peuvent participer aux discussions concernant leur propre projet, peuvent être invités à des rencontres ad hoc, par exemple, pour faire évoluer le travail, pour faire évoluer la proposition. Euh, Puis bon, oh, pardon. Alors, donc, une organisation qui est à la fois proposeur de projet et acteur régional. Euh, donc, on devra simplement là, distinguer clairement ce rôle-là au moment opportun. Donc, il y a une portion que ça va être davantage de proposer le projet puis ses motivations. Mais ensuite de ça, on demande qu'il y ait un rôle un petit peu plus de représentation de l'ensemble de ses membres, par exemple. Euh, les principes directeurs dont on souhaite se doter pour cette table. Donc, d'abord, on veut que notre concertation ait une approche inclusive, transparente, donc de respect. On veut créer vraiment un espace où chaque participant peut contribuer à une vision partagée du territoire, à la faire émerger, cette vision-là. Euh, Puis, on souhaite vraiment mettre en place tous les outils possibles là, pour développer un climat de confiance, d'écoute, où tout le monde va être à l'aise là, d'intervenir puis de faire valoir ses points. Les modalités de participation, donc chaque membre régulier doit s'engager à participer aux rencontres de manière continue. Donc, c'est un processus bon, sur la prochaine année et demie. Ça peut sembler long, mais considérant en fait la quantité de travail et le nombre de propositions qu'on a dans la région, ça risque d'être un travail assez soutenu. Fait qu'on a besoin d'une participation quand même importante là, de tout un chacun. En cas d'absence, on vous demande de nous informer là, dans les meilleurs délais. Si jamais on est capable de déléguer une personne pour vous remplacer, on évaluera les modalités là, à ce moment-là. Donc, on pourra se donner un petit processus pour ça. Mais on essaie de participer là, à l'ensemble là, de la concertation. Concernant les expressions de désaccord, donc c'est certain que ça va faire partie du processus de concertation. On s'y attend. Euh, Ça permet de faire évoluer, de faire avancer les discussions. Par contre, je pense que ça doit toujours être formulé clairement, avec respect, de ne pas, c'est ça, de pas s'en prendre aux individus, mais davantage aux idées. Donc, je pense qu'on n'invente rien de ce côté-là. Euh, Puis ensuite, ben, il va y avoir tout un processus de validation puis de rétroaction hors des rencontres. Donc, un compte rendu va vous être transmis dans les 2 semaines suivant la rencontre. Vous aurez alors une semaine pour nous soumettre vos commentaires. Donc, on vous expliquera un peu plus en détail là, les tenants et aboutissants de tout ça. Puis qu'est-ce qui va se retrouver dans ces comptes rendus-là, le genre d'information qui va pouvoir vous être communiqué en temps et lieu. Finalement, bon, il y a des limites au processus de concertation là, qu'on lance ce matin. Donc, oui, ce processus-là vise à éclairer les décisions en fournissant des propositions solides, représentatives, bien documentées. Mais il ne faut pas oublier que ça revient au gouvernement en fait de décider si les territoires recommandés seront protégés. Donc, euh, on a un pouvoir de recommandation. On va essayer d'étoffer le plus possible ces recommandations-là, qu'elles soient le plus solides et qu'elles représentent bien le consensus régional. Mais après ça, c'est en dehors de nos mains. Il faut être conscient qu'on n'a pas le mot final. Bon, les résultats de la concertation. euh, Donc, il y a trois types, en fait, de catégorisation de projets qui vont
en fait, qui vont émerger du processus, les propositions consensuelles, euh, les propositions ralliant une majorité des parties prenantes sans faire consensus, et les propositions qui sont non consensuelles. Donc, de notre côté, c'est certain qu'on euh, on va documenter chacune de ces trois catégories-là le mieux possible, puis indiquer au gouvernement où, tu sais, où sont les points d'achoppement et de friction, puis euh, pourquoi elles font ou non consensus, par exemple. Puis tout ça ben, va nous permettre, en fait, de recommander un scénario régional, donc des recommandations détaillées en lien avec les territoires que le gouvernement devrait cibler pour désignation à des fins d'air protégé. Au niveau des communications, bon, vous allez voir, bon, pas nécessairement tout le monde qui est présent ce matin qui va avoir accès à la même information. Donc, on a des gens qui sont un peu plus du grand public qui pourront suivre. Bon, il va y avoir des suivis généraux de la démarche sur le site du RNCREQ. Nous, on va mettre en ligne éventuellement un peu les étapes du processus, puis les grandes lignes, en fait, les grands pans sur notre site web. Euh, les documents pertinents, en fait, bon, il y a des documents qui sont un peu plus de nature confidentielle, qui doivent rester vraiment à l'intérieur du processus de concertation. Ces documents-là seront transmis davantage directement aux membres des tables locales et régionales, donc les membres qui ont été sélectionnés. Euh, donc, les acteurs qui seront uniquement présents, en fait, ce sont les acteurs ciblés qui seront présents à la table régionale, puis qui vont recevoir des mises à jour concernant les tables locales, pardon. Puis le CRE va demeurer disponible pour toute question. Donc, gênez-vous pas que vous soyez là, directement impliqué dans le processus, que vous ayez été proposeur, puis qu'une fois que votre projet il est présenté, si vous avez des questions sur les suites, mais ça va nous faire plaisir quand même de vous tenir au courant dans la mesure du possible. Alors, les prochaines étapes, on a le webinaire sur les aires protégées du 11 septembre. C'est un webinaire qui était sur invitation pour les membres de la table. Donc, on s'est vraiment basé sur notre liste qui a été entérinée par le ministère pour envoyer les invitations. Euh, L'enregistrement du webinaire de lancement, là, donc, si vous n'avez pas capté, le webinaire de ce matin est enregistré. Donc, ça sera envoyé aux organisations participantes. Puis, ça sera aussi accompagné d'un formulaire pour, si vous avez des questions un petit peu plus justement, de fond auxquelles on n'aurait pas pu répondre ce matin. Euh, les invitations officielles aux tables de concertation, on a déjà ciblé les joueurs, on vous a déjà dit de cibler les dates dans les dernières semaines. Donc, les invitations officielles avec l'ensemble des détails logistiques seront transmises là, aux membres des tables assez rapidement. Euh, il risque d'avoir d'autres rencontres préliminaires avec des acteurs. Donc, on en a déjà à l'agenda, Camille et moi, pour les prochaines semaines. Donc, on rencontre un peu en continu là, certains acteurs clés pour justement faire le plus possible le travail en amont des concertations, puis voir, essayer déjà de réfléchir à où où vont être les voies de passage nécessaires, puis est-ce qu'il y a des enjeux vraiment sur notre territoire là, qui doivent demander un peu plus de travail et d'attention de notre part. Puis, bon, je le répète une dernière fois, mais du 21 au 23 octobre, notre première ronde, nos premières tables de concertation en personne. Donc, la MRC d'Autré-Joliette, la table locale le 21 et 22-23 du côté de la Matawini. Ça se poursuit pour une quarantaine de projets. Donc, je ne sais pas si Camille a des questions à mon endroit qui ont été posées. Donc, il nous reste quand même quelques minutes au webinaire, donc n'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez. Euh, dans tous les cas, là, c'est ça, il y a un courriel de suivi là, qui va vous être transmis là, dans les plus brefs délais, là, puis vous aurez la chance là, de poser vraiment l'ensemble de vos questions à ce moment-là, quoi. Euh, donc voilà, donc merci de votre attention ce matin, merci d'avoir été présent, d'avoir bien répondu à l'appel, puis je vous souhaite une bonne fin de journée là-dessus.
Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Jessie, aussi pour l'explication plus officielle. Merci, Gilles, de ta présence. Je te voyais prendre plein de notes, donc c'est bon signe. Il va être prêt là, pour les premières concertations. S'il y a quoi que ce soit dans les prochains jours, semaines, comme je vous disais au début de rencontre, n'oubliez pas de contacter directement Camille Etier. Ça lui fera un plaisir là, de répondre à vos questions ou du moins d'essayer de dénicher la personne à qui vous devez parler pour répondre à votre question. Et on espère vous voir engagés en grand nombre pour les prochaines semaines, prochaines étapes. Oui, pour ces concertations-là, mais comme je vous le disais en début de présentation, pour l'environnement en soi. Donc, toute initiative est relativement bonne à prendre en environnement. Donc, faites-nous signe si on peut vous accompagner. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.